Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans question, une question qui nous touche toutes et tous, je crois. Est-ce qu'on retrouve les personnes qu'on a aimées après la mort? C'est une question immense, et pour tenter d'y voir plus clair, on va essayer de tracer une sorte de chemin, une cartographie possible de ce voyage de l'âme. C'est exactement l'idée. Il ne s'agit pas d'apporter une réponse définitive, bien sûr, ce serait présomptueux, mais plutôt de suivre, pas à pas, le parcours d'une conscience après qu'elle a quitté son corps physique. En explorant ces différents plans d'existence qui sont décrits, on va essayer de comprendre comment les liens qui nous sont chers peuvent peut-être perdurer. Alors, pour rendre ça très concret, suivons le parcours d'une personne fictive. On va l'appeler Rémi. Rémi vient de décéder. On imagine souvent ce moment comme quelque chose de très brutal, mais ce qui est assez surprenant, c'est que la première phase est décrite comme, pas si traumatisante que ça. Oui, c'est un point qui revient de manière assez constante. La transition initiale est souvent décrite comme douce. La conscience de Rémi, son âme, ne se retrouve pas d'un coup dans le néant. Elle est d'abord dans ce qu'on appelle son corps énergétique ou corps éthérique. C'est une sorte de double, c'est ça, hein? C'est ça, un double subtil du corps physique. Mais c'est un état qui est très transitoire, ça ne dure que quelques jours. C'est le temps en fait que la conscience s'habitue à ce nouvel état, avant que cette première enveloppe ne se désagrège. Ce n'est donc pas une rupture, mais plutôt un glissement. Un glissement, d'accord. On est donc loin du fameux tunnel de lumière immédiat qu'on voit partout. C'est plus progressif. Mais alors, une fois que cette première enveloppe a disparu, où est-ce que Rémi se retrouve? Il arrive sur ce qui est communément appelé le plan astral. Pour se le représenter, il faut imaginer un univers qui est entièrement fait d'émotions, de ressentis. C'est le monde des rêves, en quelque sorte. Ah oui. Pensez à l'ambiance d'un rêve très très fort. Les lieux, les personnes, tout est modelé par ce que vous ressentez à l'instant T. Le plan astral, c'est un peu ça. Un océan d'énergie émotionnelle. C'est fascinant. Dans cet océan, est-ce que Rémi est seul? Est-ce qu'il peut rencontrer d'autres âmes? Alors non, il n'est absolument pas seul. Mais, et c'est là toute la subtilité, il est très possible qu'il ne s'en rende même pas compte. Comment ça? À ce stade, l'âme est encore comme aimantée par la vie qu'elle vient tout juste de quitter. Elle est encore complètement absorbée par ses proches, par son propre deuil, ses attachements. Elle est un peu dans sa bulle, si vous voulez. C'est peut-être pour ça que les rêves où l'on voit un proche décédé semblent si réels. Ce serait une sorte de contact sur ce plan A? Ça pourrait être une explication, oui, une rencontre de conscience sur ce plan émotionnel, mais certaines âmes, justement, arrivent à dépasser ce stade, à sortir de leur bulle. Oui, il y a cet exemple assez incroyable de cette dame qui, une fois qu'elle a compris où elle était, a profité de cet état pour réaliser ses rêves. Elle a passé son temps à nager avec des baleines, ce qu'elle n'avait jamais pu faire de son vivant. C'est la parfaite illustration. Ça demande une prise de conscience. Une fois que ce travail émotionnel se calme un peu, que le tumulte s'apaise, l'âme continue son chemin. Elle quitte ce plan des émotions pour arriver sur un autre plan, le plan mental. D'accord. Après l'océan des émotions, on passe au monde de la pensée, de l'intellect. Exactement. Le plan mental, c'est celui de la pensée construite, de l'ego, de l'identité intellectuelle. On le décrit comme un lieu où se retrouvent les âmes qui, de leur vivant, étaient très attachées au savoir, les penseurs, les scientifiques. Une sorte d'université de l'au-delà. C'est un peu ça, un lieu d'échange, de débat d'idées. Mais attention, il y a une mise en garde importante qui est souvent faite à propos de ce plan. Ah oui, laquelle? C'est un point crucial pour les personnes qui pratiquent par exemple l'écriture automatique ou intuitive. Le discernement est essentiel. On pourrait confondre une de ces âmes avec un guide spirituel. Précisément. La distinction se ferait dans la communication. Une entité du plan mental sera souvent très bavarde, elle va vouloir étaler son savoir, argumenter. Un guide, une conscience plus élevée, ira droit au but. Le message sera concis, direct, souvent une intuition fulgurante. Moins de mots, plus d'impact. Voilà. Le bavardage contre la clarté. D'accord. Donc notre Rémi a traversé son monde émotionnel, puis ce sas intellectuel. Il s'est en quelque sorte allégé de sa personnalité terrestre, et j'imagine que c'est là qu'il commence à sentir cette fameuse attraction. C'est ça. L'attraction de la lumière. Et c'est à ce moment-là qu'intervient une figure qu'on appelle souvent le gardien du seuil. Mais il ne faut pas l'imaginer comme un personnage unique, un Saint-Pierre avec ses clés. Non, c'est autre chose. C'est une énergie d'un amour pur, infini, que notre propre conscience va traduire. Elle va lui donner une forme qui a du sens pour nous. Un peu comme le Wi-Fi. L'énergie est là, invisible,
et notre téléphone lui donne une icône pour qu'on puisse interagir avec. C'est une très bonne image, oui. C'est exactement ça. Pour un croyant, cette énergie prendra peut-être la forme d'un ange. Pour un autre, une figure sage et bienveillante. C'est l'interface que notre âme crée pour dialoguer. Et c'est avec cette interface qu'a lieu la fameuse revue de vie. On a souvent l'image d'un jugement, mais ce n'est pas du tout ça d'après les récits. Absolument pas. C'est même le contraire d'un jugement. C'est un bilan d'apprentissage, fait avec une bienveillance totale. La question qui est posée à l'âme n'est pas « as-tu bien ou mal agi ?», mais plutôt « qu'as-tu appris ?» Qu'as-tu appris de tes expériences ? C'est ça. Le gardien est même souvent décrit comme ayant beaucoup d'humour, aidant l'âme à dédramatiser ses propres erreurs. C'est une vision beaucoup plus apaisante. Alors, Rémi a fait son bilan, il a compris les leçons de sa vie, il passe enfin dans la lumière. On arrive au bout du voyage. Et donc, à notre question de départ, est-ce qu'il retrouve ses proches ? Il entre alors dans ce qu'on appelle le plan causal. C'est le retour à la maison, le lieu où sont stockées les mémoires de toutes ses vies. Et oui, c'est là que se produisent les retrouvailles. Mais pas de la manière dont on l'imagine. C'est-à-dire ? Pas de grande fête de famille qui l'attend. C'est la nuance la plus fondamentale et peut-être la plus difficile à intégrer pour nous. On ne retrouve pas la personnalité de nos proches telle qu'on l'a connue, figée dans une seule vie. On se reconnecte au lien énergétique éternel que l'on a tissé avec les âmes de ces personnes. Ah oui, d'accord, ça change tout. Complètement. On se reconnecte aux liens tissés au fil de toutes nos incarnations communes. Mais ça voudrait dire qu'on retrouve aussi une âme avec qui on était en conflit dans cette vie. Un ennemi, par exemple. Exactement. Parce que cette âme qui a joué le rôle de l'ennemi dans cette vie a pu être notre plus grand amour dans une autre, ou notre enfant. Les rôles terrestres, père, ami, mari, ennemi, ce sont des costumes que les âmes enfilent pour jouer une pièce, pour apprendre. Une fois la pièce finie, les costumes tombent. Et il ne reste que l'amour entre les âmes. Il ne reste que le lien. L'amour demeure, mais l'attachement à un rôle précis, lui, se dissout. Ce qui voudrait aussi dire qu'une âme ne nous attend pas de l'autre côté en suspendant sa propre évolution. Cette image de la grand-mère qui nous attend patiemment, c'est une construction très humaine en fait. C'est ça. Une fois revenu dans la lumière, le focus de l'âme change. Son but devient sa propre évolution, l'intégration de ses leçons, la préparation d'une autre vie. Le lien d'amour avec nous est indestructible. Il est toujours là. Mais l'âme ne nous attend pas. Elle continue son propre chemin. La connexion, elle, ne se rompt jamais. Donc si on essaie de résumer, à la question « Retrouve-t-on nos proches ?» Point. La réponse est à la fois oui et non. C'est un oui mais. Oui, on retrouve le lien d'amour pur, éternel, qui nous unit à leur âme. Mais non, on ne retrouve pas la personne figée dans la personnalité qu'elle avait dans notre dernière vie. On passe d'une relation de personne à personne à une communion d'âme à âme. On passe d'une vision de relations individuelles à la conscience d'appartenir à un immense réseau, une famille d'âmes qui évoluent ensemble à travers des milliers d'expériences. L'amour est le fil conducteur, mais l'attachement à une seule forme, une seule histoire, est dépassé. Au fond, la réflexion qui est proposée, c'est peut-être moins de savoir ce qui nous attend de manière factuelle que de changer notre regard, ici et maintenant. La question devient alors, comment est-ce que cette vision d'un parcours d'apprentissage collectif résonne en nous ? Et si nos relations, y compris les plus difficiles, n'étaient pas juste des histoires uniques, mais les chapitres d'un livre bien plus grand que nos âmes écrivent ensemble depuis toujours ?